Philippe Patoureau, vous avez le redoutable privilège d'être le dernier à intervenir. Vous êtes sociologue. Vous avez fondé l'association Next World, en bon français, et vous vous interrogez sur notre mode de développement aussi. Votre souci principal, remettre de l'humain dans le monde technologique. C'est ce qu'ont essayé de faire déjà vos deux prédécesseurs. Et se méfier du dogme, mais qui a été longuement répété tout cet après-midi. La technologie est la solution à tout. Non, ça n'est pas vrai. On a cru à ça à certaines époques. C'est fini. Alors, comment mesurer le progrès, c'est une des questions que vous vous posez. On a évidemment beaucoup espéré du progrès technique, là aussi à une certaine époque. Maintenant, progrès social, comment ? C'est ce que vous faites à Next World, ce qui est une sorte de think tank, là aussi, voilà, de réservoir d'idées. Et alors, ce qui est, je ne sais pas si on peut appeler ça classique, mais c'est que vous posez carrément la question du bonheur, finalement. Pursuit of happiness, vous. Philippe Patoureau. Bon. Okay, bon. Merci pour... de m'accueillir ici pour avoir l'occasion d'exprimer un petit peu les idées qu'on est plusieurs à partager en fait. Donc c'est pas, j'ai pas pensé avec moi-même, c'est vraiment un groupe et on se rend compte que les idées sur lesquelles travaille Next World aujourd'hui, c'est des idées qu'on a trouvées sur des gens qui sont à 10 000 km d'ici. On s'était jamais parlé, on s'était à peine échangé les mails et puis on se rend compte quand on approfondit la conversation que finalement on a quand même des visions assez similaires du monde. Alors simplement, ce que je voulais commencer par dire, c'est que le scénario conventionnel de business as usual aujourd'hui n'est plus une option. Ce n'est plus possible de continuer comme on le fait aujourd'hui dans le cadre d'une société de consommation. Simplement parce qu'on est dans les limites écologiques d'un objet qui est fini, qui est la planète, tout simplement. Et le problème, c'est que, donc, je vais utiliser une métaphore qui est celle de la métaphore de l'entonnoir. Voilà, simplement, ce qui est clair, c'est qu'on a une civilisation du passé, on va vers un futur à 100 ans, 150 ans, on ne sait pas trop. Mais ce qui est clair, c'est que d'un côté, nos ressources naturelles et celles issues de la lithosphère, donc tous les minerais qu'on extrait de notre croûte terrestre aujourd'hui, et donc ressources naturelles, c'est celles qu'on extrait de la biosphère, du vivant. Dans le micro. Oui, pardon. Et en fait... ces ressources sont en train de diminuer dangereusement, ainsi que les services écosystémiques. Alors qu'est-ce qu'un service écosystémique ? C'est tout simplement les services que rend la planète aujourd'hui pour 6 milliards d'individus. Donc, c'est-à-dire nous donner de l'eau fraîche, nous permettre de respirer. L'autre aspect, c'est qu'en face de ça, on a une croissance démographique, avec une consommation, c'est-à-dire tout le monde veut consommer comme nous. Et qu'aujourd'hui, on le sait très bien, que les grands pays sont en phase de rattrapage. Et personne ne peut les en blâmer. Ce qui explique que, techniquement, on se retrouve dans une société où on a une marge de manœuvre qui se réduit. C'est-à-dire, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des solutions, y compris technologiques. Et que peut-être la société durable, c'est celle qui éviterait que ces courbes se rencontrent définitivement. Ça, c'est une première vision que je propose. Par rapport à ça, je vous propose un certain nombre de réflexions de manière générale. La première, c'est que la technologie, c'est un moyen. C'est un moyen de diriger en fait, les sociétés humaines vers un développement soutenable. C'est ce que ça devrait être, toujours dans les limites écologiques de la planète. Donc, ce qui est important, c'est que derrière ces technologies, effectivement, il y a des humains. Et l'autre, la question que je pose, et ça, c'est la question sur laquelle on a les discussions les plus prégnantes avec les gens avec qui nous travaillons, c'est la question du bonheur collectif. Finalement, est-ce que toute cette technologie, tout ce qui est en train de se passer, nous rend collectivement plus heureux ? Et c'est vrai que finalement, ce qui domine un petit peu, et c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu, il y a un aspect optimiste aussi par rapport aux choses qui évoluent, mais il y a aussi un aspect un petit peu de sinistrose qui est plutôt inquiétant. La question de fond, finalement, c'est est-ce que avoir un frigo rempli, avoir un frigo un peu plus rempli va nous rendre plus heureux. Et on sait très bien que lorsqu'on arrive avec du matériel scolaire dans certaines écoles de brousse, le bonheur, il est maximum. Aujourd'hui, finalement, on a tout, et même plus. Et on a constaté qu'un certain nombre d'études, notamment, montraient que finalement, il y avait un décrochage de la perception de la qualité de vie dans nos pays occidentaux par rapport à la croissance du PIB. Donc, une espèce de découplage. Donc, on a tout et encore plus, et pourtant,
on a l'infime impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, ce sont surtout des manifestations qui ont été exprimées par des classes moyennes de manière générale. Autre aspect aussi, c'est que la technologie, et soyez-en sûrs, n'est pas neutre. Elle est le fruit d'une culture. Simplement, je voudrais, pour illustrer ce phénomène, c'est simplement l'agriculture. On a donc imposé une agriculture productiviste, intense en mécanisation, intense en pesticides, en engrais et d'autres substances. Et on s'est rendu compte qu'en l'important, par exemple, dans des pays comme certains pays africains, on a détruit finalement des modes d'agriculture qui étaient millénaires, c'est-à-dire qui avaient su s'adapter aux conditions environnementales, climatiques d'un continent. Et il y a bien d'autres exemples comme ça où chaque fois, finalement, les grandes technologies sont issues aujourd'hui, la plupart des anciens pays, ce que j'appelle les anciens pays industriels de la première vague, et puis maintenant ceux de la seconde vague que sont l'Inde et la Chine. Mais techniquement, dès qu'on arrive quelque part, c'est une espèce d'espèce invasive qui fait qu'on peut déstabiliser des cultures, tout simplement. L'autre aspect, je pense que c'est indispensable de créer de l'interdisciplinarité, y compris avec les sciences humaines. Alors c'est vrai qu'en tant que sociologue, il y avait des gens qui s'étonnaient que je n'avais pas les cheveux longs, et donc un catogan, et je ne jetais pas des pavés. C'est vrai que je pensais que l'image était encore lointaine, mais elle est encore assez prégnante finalement dans l'esprit des gens, et souvent on se fait alpaguer sur ces questions-là en disant vous êtes des sciences molles, vous savez. Donc moi j'étais un petit peu surpris. Je me dis que peut-être que ce n'est pas d'opposer les choses, mais plutôt de les faire converger qui pourrait être intéressant. C'est-à-dire qu'on ne peut concevoir une technologie finalement que si on en a envisagé l'aspect de réflexion sur comment ça va impacter nos vies de tous les jours. Et ça m'amène à un autre point qui est différent, c'est la relation finalement entre la technologie et le citoyen. Et ce que je pense, et ce qui me semble important, c'est qu'avec la technologie, finalement, le contrat qui existe entre le citoyen et la technologie est aujourd'hui un peu inversé, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur une économie de l'offre que sur une économie de la demande. Et je pense, et ça c'est bien, ça a été relevé par les différents collègues ici autour de la table, c'était de dire oui, il faut de plus en plus que les citoyens participent à l'élaboration de ces technologies en créant des systèmes de gouvernance de plus en plus plats et non pas pyramidales. Je pense qu'il faut sortir du « je sais ce qui est bon pour vous ». Ça me semble extrêmement indispensable. Et donc moi, j'ai un petit peu plus bref. J'ai quelques pistes de réflexion pour lesquelles je n'ai pas nécessairement de réponse aujourd'hui. La première, c'est que nous n'échapperons pas à un réexamen de nos valeurs, de nos cultures. Ça sera impossible de le faire autrement. Et en fait, il y avait je pense que ça parlera à M. Godin, notamment un auteur que je trouve vraiment intéressant, c'était Jared Diamond, qui parlait donc dans son livre Effondrement, qui parlait justement de civilisations qui ont disparu parce que simplement envahissant, par exemple, quand on pense aux Vikings qui ont envahi le Groenland, les Vikings ont simplement importé leur mode de vie, leur culture dans le Groenland, ce qui fait qu'ils ont tenu finalement que 400 ans. Et en parallèle, où on avait une autre population qui vivait sur le même espace, sur le même territoire, qui étaient les Inuits, et eux, ils y vivaient depuis des millénaires. Et les Inuits ont survécu aux Vikings. Et en fait, quand on regarde les modes de vie, l'agriculture que menaient les Vikings à ce moment-là, c'était celle qui menait en fait la plupart du temps dans leur pays et qu'ils avaient simplement importé. Ils avaient des moutons, par exemple. Et en fait, il a suffi qu'un mouvement climatique au niveau du Groenland rende le climat beaucoup plus rude pour qu'en fait toutes ces sources d'approvisionnement en nourriture aient disparu. Et en fait, il y avait aussi un autre truc, ça c'était simplement pour l'illustration, les Vikings considéraient que la viande de phoque était impropre à la consommation. Et donc, en fait, il y avait là une population de phoques qui permettait de nourrir toute la population viking, ils ne l'ont pas fait. Donc, c'était extrêmement intéressant. La technologie devrait être au service du changement et non plus au service de la croissance. Ne croyez pas que je sois un décroissant ou qu'on veuille s'éclairer à la bougie. Mais je pense que ce qui est plutôt intéressant, c'est que ça a été dit aussi, c'est que si on veut aller vers des sociétés durables, il va falloir que nos technologies prennent en compte cette grille de lecture de la durabilité, notamment dans la conception. On sait très bien aujourd'hui qu'il
il y a une quantité phénoménale d'objets qui sont fabriqués, et avec ce phénomène de virtualisation des choses, on a oublié que finalement, pour fabriquer un téléphone portable, il fallait des minerais rares, il fallait de l'énergie, il fallait du pétrole. Et c'est vrai qu'il y a une généralisation, la question c'est jusque quand. Et donc après, des solutions techniques existent, notamment le recyclage massif de l'électronique, ça pourrait être une piste intéressante. Mais je pense qu'il faut vraiment appliquer une grille de lecture. Et ce que je disais à propos de l'intervention des philosophes, des psychologues, des sociologues dans l'élaboration des technologies, eh bien, ces questions peuvent se poser aussi avec l'intervention d'écologues, des gens qui travaillent sur le vivant, qui travaillent sur les écosystèmes, sur la biodiversité. Donc ça me semble essentiel. Et pourquoi la croissance? C'est qu'on a bien compris que finalement on est dans une société où l'achat est positionnel, c'est-à-dire en fait l'objet est un moyen d'exprimer ce que je suis. Et c'est ça le drame. Mon statut social s'exprime à travers l'objet que je porte, ma voiture, mon téléphone portable, mon style de vie. Tout ça, c'est finalement... Et moi, j'ai eu l'occasion récemment de voir un interview, une présentation de Tim Jackson, de l'économiste Tim Jackson sur les réseaux TED. Et en fait, ce que disait Tim Jackson, alors c'est un peu... Je trouvais que la formule était un peu lapidaire, mais intéressante, un petit peu de l'époque dans laquelle on vit. C'était de dire finalement, la société, c'est consommer de l'argent qu'on n'a pas à crédit pour acheter des objets dont on n'a pas besoin, pour impressionner des gens dont on n'a que cure. Je trouvais la formule assez intéressante et je pense que votre réaction fait que finalement, au fond de nous-mêmes, on doit sentir quand même que... je pense qu'on n'est pas dupe, je veux dire, ici. Je pense que tout le monde a bien compris le fond du problème. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je voulais partager avec vous. Et puis finalement, comme je vous disais, c'était réconcilier cette technologie avec le citoyen et aller en fait vers une économie de la demande, c'est-à-dire nous en tant que citoyens être demandeurs d'une technologie et pas attendre qu'elle nous arrive dessus. Et en fait, c'est créer en fait des allers-retours parce que clairement aujourd'hui, on a pu créer des besoins qui vont à contre-courant de la notion de développement durable, tout simplement. Et on sent qu'il y a encore il y a un certain nombre de... typiquement, quand on voit un certain nombre de marques de café qui ont fait le choix d'utiliser des capsules, notamment, qui sont recyclables. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas recyclées. Et le problème, c'est que dans la plupart des régions où on l'utilise, les filières n'existent pas. Et que ce que peu de gens savent, c'est qu'en fait, quand on les recycle, on les renvoie en fait dans le pays d'origine où elles sont fabriquées. Et donc aujourd'hui, simplement, typiquement, c'est un produit qui pose plus de problèmes que crée de satisfaction. Donc voilà, je n'ai pas la prétention de vous donner des solutions. C'est moi mon rôle, et c'est plutôt le rôle que j'aime à tenir avec les gens, c'est de posez-vous plutôt les bonnes questions. Et on disait toujours que Einstein disait finalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que arrêtons finalement de régler les problèmes que nous-mêmes avons créés avec les schémas de pensée du passé. Je vous remercie.